Entre 1787 et 1802, dans les montagnes reculées du massif des Vosges, un homme seul a défié 200 traqueurs, 80 gendarmes et l'autorité de 3 régimes différents. Pendant 15 années, il a survécu là où nul ne devrait survivre. Son nom a été effacé des registres, son crime enterré sous des tonnes de silence. Mais les archives privées d'une famille vosgienne racontent une autre histoire. Une histoire qui glace le sang et qui défie toute logique humaine. Avant de plonger dans ce mystère insoutenable, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville m'écoutez-vous en ce moment? J'aimerais savoir où se trouvent ceux qui, comme moi, sont fascinés par ces énigmes oubliées. Ce qui suit n'est pas une légende. Ce n'est pas un conte transmis de bouche à oreille dans les veillées paysannes. C'est le récit d'une traque qui a consumé des vies, ruiné des familles et laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire d'une région entière. L'automne de 1787 s'abattait sur les vallées vosgiennes avec une brutalité inhabituelle. Les premières neiges étaient arrivées en septembre cette année-là, recouvrant les hauteurs boisées d'un linceul blanc et glacé. Dans la région montagneuse qui s'étend entre la petite ville de Remiremont et les crêtes frontalières avec les territoires germaniques, la vie suivait son cours immuable, rythmée par les saisons forestières et l'exploitation des ressources naturelles. Les habitants de ces contrées rudes vivaient principalement du bois, de l'élevage maigre et de quelques cultures vivrières accrochées aux pentes. Les forêts domaniales appartenaient encore à la couronne, mais leur gestion était confiée à des maîtres forestiers qui exerçaient une autorité quasi absolue sur leur territoire. Les villages s'éparpillaient dans les vallées étroites, souvent séparés par des lieux de forêt dense et de sentiers périlleux. C'était une société fermée, méfiante envers les étrangers, où les liens familiaux remontaient sur plusieurs générations, et où chacun connaissait les secrets de chacun. Les communautés étaient soudées par nécessité, car l'hiver vosgien ne pardonnait pas aux isolés. Pourtant cette solidarité avait ses limites. Elle s'arrêtait aux frontières invisibles de l'honneur, de la propriété et de l'ordre établi. Dans ce paysage humain figé par des siècles de tradition, la propriété de Chennevières occupait une place particulière. Située à mi-hauteur d'une vallée étroite, accessible seulement par un chemin forestier sinueux, cette vaste demeure de pierre grise dominait plusieurs centaines d'hectares de bois et de pâturage. Elle appartenait depuis 4 générations à la famille Valbert, des notables enrichis par le commerce du bois et l'exploitation des carrières de grès rose. Le maître de Chennevières, en cette fin du XVIIIe siècle, se nommait Augustin Valbert. Homme dans la cinquantaine, au visage anguleux marqué par les rigueurs du climat montagnard, il régnait sur son domaine avec la même autorité inflexible que ses ancêtres. Veuf depuis 10 années, il vivait seul avec sa fille unique, Clémence, et une poignée de domestiques triés sur le volet. La rumeur locale prétendait qu'Augustin Valbert avait le cœur aussi dur que le grès qu'il extrayait de ses carrières. La demeure elle-même portait l'empreinte de cette dureté. Construite au début du siècle précédent, elle ressemblait davantage à une forteresse qu'à une maison de maître. Ses murs épais, ses fenêtres étroites, sa tour carrée qui surveillait les approches. Tout dans son architecture évoquait la défiance et le contrôle. À l'intérieur, les pièces au plafond bas étaient meublées sobrement, sans le moindre luxe ostentatoire. Augustin Valbert méprisait ce qu'il appelait les frivolités de la ville. Il était un homme de la montagne, taillé dans le roc. Mais, sous cette façade de rectitude morale et de discipline, Chennevières abritait des tensions qui n'échappaient pas aux domestiques. Clémence Valbert, alors âgée de 23 ans, vivait dans une sorte de réclusion dorée. Belle jeune femme aux traits délicats qui contrastaient violemment avec la rudesse paternelle, elle ne sortait presque jamais de la propriété. Son père refusait systématiquement les demandes en mariage, prétextant que les prétendants n'étaient jamais assez bien pour elle. En vérité, il semblait incapable de se séparer de sa fille, la dernière présence féminine dans sa vie depuis la mort de son épouse.
Cette atmosphère étouffante était exacerbée par la présence de Louis Guerrier, le régisseur du domaine. Homme d'une quarantaine d'années au physique imposant, Guerrier gérait les affaires courantes de la propriété avec une efficacité brutale. Les bûcherons et ouvriers agricoles le craignaient autant qu'ils respectaient Valbert. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son dévouement absolu au maître de Chennevières, une soumission qui allait bien au-delà du simple rapport professionnel. À l'automne de 1787, un événement vint perturber cet équilibre fragile. Augustin Valbert engagea un nouveau garde-chasse. Chose inhabituelle car les postes de confiance ne changeaient jamais de main dans la propriété. L'homme se nommait Étienne Marchand. Il arrivait, disait-on, des forêts du Jura, recommandé par un ancien associé commercial de Valbert. Marchand était un homme dans la trentaine, de taille moyenne, au visage ordinaire que l'on oubliait aussitôt qu'on l'avait croisé. Cette banalité même était peut-être son atout le plus précieux. Il parlait peu, travaillait avec méthode et semblait parfaitement à sa place dans les bois. Les autres employés du domaine l'acceptèrent sans difficulté, voyant en lui un homme compétent qui ne cherchait pas les complications. Mais dès les premiers jours, Étienne Marchand comprit qu'il était entré dans un lieu étrange. Il logeait dans une petite maison forestière, à l'écart de la demeure principale, et ses fonctions l'amenaient à patrouiller les limites du domaine, à surveiller les coupes de bois, à traquer les braconniers. C'est lors de ces rondes solitaires qu'il commença à percevoir les anomalies. D'abord, il y avait les déplacements nocturnes. À plusieurs reprises, alors qu'il rentrait tard le soir, il avait aperçu des lumières en mouvement dans les bois, du côté des anciennes carrières abandonnées au nord de la propriété. Quand il en avait parlé à Guerrier, le régisseur avait balayé ses inquiétudes d'un geste méprisant, évoquant des braconniers ou des contrebandiers traversant la région. Mais Marchand avait l'instinct du chasseur, et ces lumières ne correspondaient pas au comportement furtif des hors-la-loi. Ensuite, il y avait l'attitude de Clémence Valbert. Lors de leur rare rencontre, la jeune femme avait un regard qui ne correspondait pas à son statut. Ce n'était pas le regard condescendant d'une maîtresse envers un employé, ni la curiosité polie d'une jeune fille isolée envers un nouveau visage. C'était quelque chose de plus profond, presque désespéré, comme si elle cherchait à communiquer un message qu'elle ne pouvait formuler à voix haute. Puis vint le premier incident troublant. Un matin de novembre, alors que Marchand inspectait les pièges à sangliers dans le secteur nord, il découvrit des traces fraîches qui ne correspondaient à aucun animal connu. Des empreintes humaines, pieds nus, dans la neige. Elles partaient d'une zone rocheuse près des anciennes carrières et se perdaient dans les taillis épais. Qui marcherait pieds nus dans la neige de novembre à 1000 mètres d'altitude? Quand il suivit ces traces, elles le menèrent à une anfractuosité dans la roche, à demi cachée par des ronces. L'entrée était étroite, mais en s'y glissant, Marchand découvrit une petite cavité naturelle, sèche et protégée du vent. Des traces de présence humaine étaient évidentes. Des cendres d'un feu ancien, des morceaux de tissu pourris, et surtout, gravé maladroitement sur la paroi rocheuse, un mot unique qui glaça le sang du garde-chasse. Secours. Étienne Marchand hésita longuement avant de rapporter sa découverte. Son instinct lui soufflait que quelque chose de profondément anormal se jouait à Chennevières, mais il ne pouvait identifier quoi. Cette inscription, secours, avait été tracée avec désespoir, probablement avec un caillou ou un morceau de métal. Les lettres irrégulières témoignaient d'une main inexpérimentée ou affaiblie. Combien de temps ces mots attendaient-ils dans l'obscurité de cette caverne? Le garde-chasse décida d'observer, plutôt que d'agir. Il était nouveau sur le domaine, sans allié, sans protection autre que son contrat d'engagement. S'il se trompait dans ses soupçons, il perdrait sa place. S'il avait raison, il ne voulait pas imaginer ce que cela signifierait. Les semaines suivantes, Marchand intensifia discrètement sa surveillance du secteur nord. Il modifia ses itinéraires de patrouille pour passer plus souvent près des anciennes carrières, variant ses horaires pour couvrir différents moments de la journée et de la nuit.
Ce qu'il découvrit confirma ses pires appréhensions. Il y avait bel et bien quelqu'un qui vivait dans ces bois. Quelqu'un qui se déplaçait avec une prudence extraordinaire, ne laissant que les traces les plus minimes de son passage. Des branchages cassés d'une certaine façon, des petits cairns de pierre servant probablement de repères, des zones où l'humus forestier avait été légèrement dérangé. Pour un œil non exercé, ces signes auraient été invisibles. Mais Marchand avait passé sa vie dans les forêts, et il savait lire la nature comme d'autres lisaient les livres. La veille de Noël 1787, alors qu'une tempête de neige balayait les hauteurs, Marchand prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il se posta en embuscade près de la caverne qu'il avait découverte, dissimulée sous une saillie rocheuse qui le protégeait des éléments. Il attendit toute la nuit, transi de froid malgré ses épaisses fourrures, certain que par ce temps épouvantable, si quelqu'un utilisait vraiment cet abri, il y viendrait chercher refuge. À l'aube, alors que la tempête commençait à faiblir et que la lumière grise perçait à travers les nuages bas, une silhouette émergea des bois. C'était un homme, ou plutôt ce qu'il restait d'un homme. Vêtu de haillons qui avaient peut-être été des vêtements décents autrefois, pieds enveloppés dans des peaux de bêtes attachées avec des lanières, il se déplaçait avec une agilité surprenante, malgré son état apparent de délabrement. Sa barbe hirsute et ses cheveux longs masquaient en grande partie son visage. Mais ce qui frappa Marchand, ce fut son regard. Lucide, calculateur, constamment en mouvement pour surveiller les alentours. L'homme s'approcha de la caverne avec précaution, s'arrêtant régulièrement pour écouter et observer. Il semblait doté d'un instinct animal affûté par des années de vigilance. Juste avant d'entrer dans l'abri, il se figea brusquement et tourna la tête dans la direction exacte où Marchand était caché, comme s'il avait perçu une présence invisible. Pendant quelques secondes interminables, les deux hommes restèrent immobiles. Puis, sans un bruit, le fugitif se fondit dans les bois avec une rapidité stupéfiante, disparaissant entre les troncs enneigés comme s'il n'avait jamais existé. Marchand, malgré toute son expérience de chasseur, n'aurait su dire dans quelle direction exacte il était parti. Le garde-chasse sortit de sa cachette et examina les alentours. Les traces de l'homme menaient dans plusieurs directions différentes, certaines véritables, d'autres probablement destinées à tromper d'éventuels poursuivants. C'était le travail de quelqu'un qui connaissait les techniques de survie et d'évasion mieux que quiconque. Cette rencontre, si brève fut-elle, bouleversa Marchand. Qui était cet homme? Pourquoi vivait-il comme un animal sauvage sur le domaine de Chenevière? Et surtout, pourquoi personne d'autre ne semblait au courant de son existence? Le garde-chasse prit alors une décision qui, rétrospectivement, scella son destin. Au lieu de rapporter immédiatement l'incident à Augustin Valbert ou à son régisseur, il décida de mener sa propre enquête. Il voulait comprendre avant d'agir. Cette curiosité allait lui coûter infiniment plus cher qu'il ne pouvait l'imaginer. Dans les jours qui suivirent, Marchand commença à poser des questions discrètes aux employés les plus anciens du domaine. Il apprit ainsi que Chenevière avait eu, quelques années auparavant, un autre garde-chasse qui avait mystérieusement disparu. L'homme, un dénommé Béraud, était parti un matin pour sa tournée habituelle et n'était jamais revenu. On avait organisé des recherches pendant plusieurs jours, sans résultat. La conclusion officielle avait été qu'il s'était perdu dans une tempête et était mort de froid quelque part dans les hauteurs inaccessibles. Mais Marchand détecta quelque chose d'étrange dans la façon dont les vieux domestiques parlaient de cette disparition. Un malaise, des regards échangés, des phrases inachevées. Comme s'il existait une version officielle que tout le monde récitait et une vérité souterraine que personne n'osait formuler. Il apprit aussi, au détour d'une conversation avec la cuisinière, une femme d'une 60aine d'années qui travaillait à Chenevière depuis sa jeunesse, qu'Augustin Valbert avait eu un fils unique qui aurait eu environ 30 ans aujourd'hui si... Et là, la vieille femme s'était tue brusquement, réalisant qu'elle en avait trop dit. Marchand avait tenté de la faire parler davantage, mais elle s'était refermée comme une huître, le visage soudain crispé par une peur qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Un fils. Cette information changea tout.
Marchand retourna aux registres paroissiaux du village le plus proche, sous prétexte de vérifier des dates de propriété pour le domaine. Il découvrit effectivement la trace d'une naissance. Mathieu Valbert, né en janvier 1764, fils d'Augustin Valbert et de Françoise Dupré. Mais après cet acte de naissance, plus rien. Pas de mariage, pas de décès, aucune mention ultérieure. Comme si Mathieu Valbert avait été effacé de l'existence. Le garde-chasse commençait à entrevoir une vérité terrifiante. Si l'homme qu'il avait vu dans les bois était ce Mathieu Valbert, cela signifiait qu'il survivait dans ces montagnes depuis au moins une vingtaine d'années, peut-être davantage. Mais pourquoi? Qu'avait-il fait pour mériter un tel sort? Et qui le traquait avec assez d'acharnement pour qu'il doive vivre comme un animal? La réponse commença à se dessiner lors d'une soirée de janvier 1788. Augustin Valbert avait organisé un dîner avec quelques notables de la région, une pratique rare chez cet homme peu sociable. Marchand, comme les autres employés, n'était évidemment pas convié, mais ses quartiers dans la maison forestière lui permettaient d'observer les allées et venues. Ce soir-là, alors qu'il rentrait d'une longue patrouille, il croisa Louis Guerrier qui quittait précipitamment la demeure principale, un paquet sous le bras. Le régisseur semblait agité, inhabituel pour cet homme habituellement 6 mètres de lui. Marchand le salua, mais Guerrier passa sans même le regarder, se dirigeant vers les écuries où il sella rapidement un cheval et partit au galop dans la nuit. L'intuition poussa Marchand à suivre Guerrier à distance. Le régisseur se dirigeait vers le secteur nord, précisément vers la zone des anciennes carrières où le fugitif avait été aperçu. Le garde-chasse le suivit en restant dans l'ombre des arbres, progressant silencieusement dans la neige fraîche. Guerrier s'arrêta dans une clairière que Marchand connaissait bien. C'était un endroit isolé, entouré de rochers qui formaient comme une arène naturelle. Le régisseur déposa son paquet sur une souche, puis se retira à l'orée de la clairière, attendant visiblement quelque chose ou quelqu'un. Caché derrière un gros tronc de sapin, Marchand observa la scène qui se déroula ensuite. Après une vingtaine de minutes d'attente, une silhouette émergea prudemment des rochers. C'était le fugitif. L'homme s'approcha du paquet avec une extrême prudence, scrutant les alentours. Même à cette distance, Marchand pouvait percevoir sa tension, la façon dont chaque muscle de son corps était prêt à fuir au moindre signe de danger. Le fugitif ouvrit le paquet. De la nourriture, des vêtements chauds, quelques outils. Il s'empara rapidement de ses provisions, les plaçant dans un sac de toile grossière qu'il portait en bandoulière. Puis, de façon totalement inattendue, il parla. Sa voix était rauque, comme rouillée par le manque d'usage, mais les mots étaient clairs. Combien de temps encore? Guerrier, toujours posté à l'écart, répondit sans émotion apparente. Le maître dit que ce n'est pas encore possible. Les choses doivent suivre leur cours. Clémence, comment va-t-elle? Elle ne sait rien. Elle ne doit rien savoir. Ce sont les ordres. Il y eut un long silence, puis le fugitif reprit, et sa voix tremblait maintenant d'une colère contenue. Vous m'avez promis. Il y a 2 ans, vous m'aviez promis que cela se terminerait bientôt. Je ne peux plus. Vous n'avez pas le choix, coupa Guerrier avec une dureté glaciale. Vous savez ce qui se passerait si vous apparaissiez. Pour vous, pour elle, pour nous tous. Le maître a été clair. Vous restez mort aux yeux du monde, ou vous le devenez vraiment. Lui seul décide du moment. Le fugitif sembla se tasser sur lui-même, comme écrasé par le poids de ses paroles. Puis, sans un mot de plus, il disparut dans l'obscurité aussi silencieusement qu'il était venu. Guerrier resta encore quelques minutes, scrutant la nuit, puis remonta à cheval et repartit vers la demeure. Marchand resta figé dans sa cachette, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il venait d'entendre dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas d'un simple fugitif ou d'un criminel en cavale. C'était un prisonnier sans prison, maintenu dans un exil forestier par son propre père, contraint à une existence fantôme pour des raisons que le garde-chasse ne comprenait pas encore. Le nom de Clémence revenait. La fille d'Augustin Valbert. Quelle était sa relation avec le fugitif?
Et pourquoi fallait-il absolument qu'elle ignore son existence? Durant les semaines suivantes, Marchand poursuivit ses observations avec une prudence accrue. Il découvrit que ces livraisons de provisions avaient lieu environ tous les 10 jours, toujours effectuées par Guerrier, toujours au même endroit, toujours selon le même rituel. C'était une routine établie depuis longtemps, rodée par des années de pratique. Mais il découvrit aussi autre chose, quelque chose qui allait faire basculer toute l'affaire dans une dimension encore plus sombre. En fouillant discrètement les archives de la propriété auxquelles il avait accès en tant qu'employé de confiance, Marchand tomba sur un document troublant, un acte notarié datant de 1783, soit 5 ans auparavant, par lequel Augustin Valbert léguait l'intégralité de ses biens à sa fille unique Clémence, à condition expresse qu'elle épouse un homme de son choix avant ses 25 ans. Si cette condition n'était pas remplie, les biens reviendraient à une fondation charitable administrée par Louis Guerrier. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image monstrueuse. Clémence aurait 25 ans dans 2 ans. Si elle ne se mariait pas d'ici là, Guerrier hériterait de fait du contrôle de toute la fortune Valbert. Mais quel rapport avec le fugitif des bois? La réponse vint d'une source inattendue. Un soir de février, alors qu'une violente tempête isolait complètement la propriété, Marchand fut convoqué d'urgence à la demeure principale. Un arbre était tombé sur une partie de la toiture, et tous les bras disponibles étaient nécessaires pour limiter les dégâts. C'est en travaillant à l'intérieur de la maison, dans l'urgence et la confusion de la tempête, que Marchand se retrouva brièvement seul dans le couloir qui menait aux appartements privés de Clémence. La porte de la jeune femme s'ouvrit brusquement, et elle apparut, les cheveux défaits, le visage marqué par des années de tristesse contenue. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, Clémence sembla prendre une décision. Elle fit signe aux gardes-chasse d'approcher, jeta un coup d'œil nerveux dans le couloir pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis murmura rapidement, avec l'urgence du désespoir, « Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Mathieu, mon frère, vous savez qu'il est là-bas, dans les bois. » Marchand, pris au dépourvu, ne sut que répondre. Clémence continua, les mots se précipitant comme s'ils avaient été contenus trop longtemps. « Je ne suis pas folle. Je sais qu'il est vivant. Je le sens. Parfois, la nuit, je crois entendre sa voix dans le vent. Mon père me l'a arraché quand j'avais 8 ans. Il m'a dit qu'il était mort, mais je ne l'ai jamais cru. Et maintenant, vous êtes là, vous posez des questions. Vous observez les bois avec l'air de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il ne devrait pas voir. » Des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Clémence se tut instantanément, recula dans sa chambre, et avant de refermer la porte, lança un dernier regard suppliant au garde-chasse. Ce regard contenait tout, l'espoir, la peur, la solitude de toute une vie. Marchand redescendit aider à la réparation de la toiture, l'esprit en tumulte. Clémence savait. Elle avait toujours su, ou du moins soupçonné. Mais pourquoi son père avait-il fait disparaître son fils? Quel crime Mathieu avait-il pu commettre à un âge aussi jeune? Les semaines qui suivirent furent pour Étienne Marchand une période d'intense réflexion morale. Il se trouvait face à un dilemme qui dépassait largement son rôle de simple garde-chasse. D'un côté, il tenait entre ses mains un secret qui, révélé, pourrait bouleverser plusieurs vies. De l'autre, son silence le rendait complice d'une injustice dont il ne comprenait pas encore toute l'étendue. Il décida de prendre un risque calculé. Un soir où il savait Guerrier absent pour affaires à Remiremont, Marchand se rendit à la clairière où avaient lieu les échanges de provisions. Il y déposa lui-même un paquet contenant de la nourriture, mais aussi un message écrit sur un morceau de papier. « Je peux vous aider. Je ne suis pas votre ennemi. Si vous voulez me parler, laissez un signe ici. » Pendant 3 jours, rien ne se passa. Le paquet resta intact, et Marchand commença à penser que sa démarche avait été trop audacieuse, que Mathieu ne lui ferait jamais confiance. Puis, la 4e nuit, alors qu'il effectuait une ronde tardive, il trouva sur le pas de sa porte un morceau d'écorce sur lequel était gravé un simple message. « Cascade Nord, pleine lune, seul. » La cascade Nord était une chute d'eau qui se déversait d'une falaise rocheuse dans la partie la plus reculée du domaine.
L'endroit était difficile d'accès, idéal pour une rencontre discrète. La pleine lune aurait lieu dans 5 jours. Marchand se prépara mentalement à cette entrevue qui, il le pressentait, allait tout changer. La nuit de la pleine lune, sous un ciel exceptionnellement clair, Marchand se mit en route vers la cascade. Il avait pris soin de ne rien dire à personne, de modifier légèrement son itinéraire habituel pour ne pas éveiller les soupçons. La lumière argentée transformait la forêt enneigée en un paysage irréel, presque féerique, qui contrastait violemment avec la tension qui étreignait le garde-chasse. Il arriva à la cascade vers minuit. Le bruit de l'eau cascadant dans le bassin rocheux couvrait tous les autres sons. Marchand attendit, tous les sens en alerte. Puis, sans qu'il ait perçu la moindre approche, une voix s'éleva derrière lui. « N'ayez pas peur, et ne vous retournez pas tout de suite. » Marchand se figea. La voix était celle d'un homme cultivé, malgré sa rudesse due aux années de solitude. Ce n'était pas la voix d'un sauvage ou d'un criminel, mais celle de quelqu'un qui avait reçu une éducation soignée. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda la voix. « Pourquoi risquez-vous votre position en cherchant à me contacter ?» Marchand répondit lentement, pesant chaque mot. « Je suis Étienne Marchand, garde-chasse de Chennevières depuis 4 mois. Je cherche à comprendre ce qui se passe sur ce domaine parce que je ne peux pas fermer les yeux sur une injustice, quelle qu'elle soit. » Il y eut un long silence, puis la voix reprit, teintée d'une amertume profonde. « Une injustice. C'est un mot bien faible pour décrire ce que je vis depuis 23 ans. Mais avant de vous raconter quoi que ce soit, je dois savoir. Êtes-vous prêt à perdre votre place, votre réputation, peut-être même votre vie? Car c'est ce qui vous attend si vous vous mêlez de cette histoire. »« Je suis prêt à entendre la vérité, » répondit simplement Marchand. Alors, dans le clair de lune, au bruit de la cascade, Mathieu Valbert raconta son histoire. Et ce qu'entendit le garde-chasse ce soir-là dépassait en horreur tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mathieu était effectivement le fils aîné d'Augustin Valbert. Dans sa petite enfance, il avait été un enfant normal, élevé avec tous les privilèges de sa condition. Mais très tôt, son père avait décelé en lui quelque chose qui le contrariait profondément. Une sensibilité, une douceur de caractère que Augustin considérait comme une faiblesse inadmissible chez un héritier. Le patriarche, formé à l'école dure de la montagne, méprisait tout ce qui n'était pas force, discipline et dureté. Les premières années avaient été supportables, car la mère de Mathieu, Françoise, tempérait les excès paternels. Mais quand elle mourut en donnant naissance à Clémence, tout bascula. Augustin reporta sur son fils toute sa déception, toute sa rage contre ce qu'il percevait comme une malédiction du destin. Un fils trop faible, une épouse morte, et maintenant une fille au lieu d'un second garçon. Les punitions devinrent de plus en plus sévères. Mathieu devait accomplir des travaux épuisants, passer des nuits entières dehors par tous les temps pour s'endurcir, supporter des humiliations publiques devant les employés. Le garçon avait 10 ans, puis 12, puis 14 ans. Son père attendait qu'il se rebelle, qu'il montre cette violence masculine qu'Augustin valorisait tant. Mais Mathieu n'était pas violent. Il était studieux, réfléchi, doté d'une intelligence vive qui n'avait aucune utilité dans le monde brutal où son père voulait l'enfermer. Le point de rupture survint quand Mathieu eut 16 ans. Augustin avait décidé de le fiancer à la fille d'un riche marchand de la région, une alliance qui aurait consolidé sa position sociale. Mais Mathieu refusa catégoriquement. Il avoua à son père qu'il ne voulait pas se marier, qu'il souhaitait entrer dans les ordres, devenir prêtre ou moine, consacrer sa vie à l'étude et à la prière. Pour Augustin Valbert, cette révélation fut une humiliation insupportable. Que son héritier refuse le mariage, la perpétuation de la lignée, pour s'enfermer dans un monastère, relevait de la trahison pure. Une dispute terrible éclata, qui se termina par des coups. Pour la première fois, Mathieu riposta. Dans la bagarre, Augustin tomba et se blessa grièvement à la tête contre l'angle d'une cheminée. Mathieu crut avoir tué son père.
Terrorisé, il s'enfuit dans la nuit, se cachant dans les bois qu'il connaissait depuis l'enfance. Mais Augustin survécut. Et quand il reprit conscience, une idée monstrueuse germait déjà dans son esprit. Il convoqua Louis Guerrier, son homme de confiance, et lui exposa un plan d'une cruauté calculée. Mathieu serait déclaré mort. Un corps non identifiable serait retrouvé dans la forêt, victime d'une chute ou d'une attaque d'animal. On organiserait des obsèques discrètes. Mais en réalité, Mathieu resterait vivant, traqué, forcé de survivre comme un animal dans les montagnes qui entouraient Chennevières. Pourquoi un tel plan? Pourquoi ne pas simplement déshériter son fils et le chasser? Parce que Augustin Valbert voulait plus que cela. Il voulait que Mathieu paye pour son affront, jour après jour, année après année. Il voulait briser définitivement cet esprit qu'il jugeait trop doux, trop faible. Et surtout, il voulait s'assurer que personne, jamais, ne pourrait contester l'héritage de Clémence, qu'il façonnerait à sa guise sans l'influence néfaste de son frère. Les premières années furent un enfer pour Mathieu. Son père organisa de véritables chasses à l'homme, mobilisant les employés du domaine sous prétexte de traquer un dangereux criminel qui se cachait dans les bois. Le jeune homme, malgré sa connaissance du terrain, faillit être capturé à plusieurs reprises. Il survécut en mangeant des racines, des baies, en braconnant de petits animaux, en se terrant dans des grottes et des crevasses. Puis, progressivement, un équilibre pervers s'établit. Augustin réalisa qu'il prenait un plaisir malsain à savoir son fils là-bas, dehors, survivant à peine, perpétuellement menacé, mais perpétuellement vivant. C'était une punition plus terrible que la mort. Alors, il ordonna à Guerrier de commencer les livraisons de provisions, juste assez pour que Mathieu survive, mais jamais assez pour qu'il prospère. Et ainsi passèrent les années. Mathieu devint un fantôme, un mythe presque oublié même par les employés de Chennevières. Seuls Augustin et Guerrier connaissèrent la vérité. Le jeune homme qui avait rêvé d'études et de vie contemplative était devenu un animal traqué, dépendant de la cruauté de son père pour sa survie même. Mais Mathieu n'avait pas complètement abandonné. Il avait appris à survivre de façon extraordinaire, développant des capacités que peu d'hommes possèdent. Il connaissait chaque arbre, chaque rocher, chaque grotte de ces montagnes. Il pouvait se déplacer sans laisser de traces, disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Les rares fois où des chasseurs ou des bûcherons l'apercevaient de loin, ils le prenaient pour un esprit de la forêt. « Et votre sœur ?» demanda Marchand après ce long récit. « Elle ne sait vraiment rien. Mon père lui a dit que j'étais mort peu après la naissance de ma mère. Elle avait 8 ans quand j'ai disparu. On lui a montré une tombe. Mais Clémence était une enfant intelligente, perceptive. Je pense qu'elle a toujours su, au fond d'elle, que quelque chose ne collait pas. Parfois, quand je m'approche de la maison la nuit, je la vois à sa fenêtre, regardant les bois comme si elle cherchait quelque chose, comme si elle me cherchait. Pourquoi ne pas être simplement parti? Vous auriez pu fuir, aller loin, refaire votre vie. » Le rire de Mathieu fut sans joie. « Vous croyez que je n'y ai pas pensé? Mais où aller? Je suis officiellement mort. Je n'ai aucun papier, aucune identité. Et surtout... » Sa voix se brisa légèrement. « Clémence, je ne peux pas l'abandonner. Elle est seule avec ce monstre. Si je pars définitivement, il la détruira comme il m'a détruit. Au moins, tant que je suis là, dans ces bois, je suis une présence, un témoin, une menace potentielle qui limite peut-être ses excès. Vous trouvez cette histoire aussi bouleversante qu'inquiétante? Laissez-moi vos réactions en commentaire. Partagez vos théories sur ce qui aurait pu motiver un tel père à infliger pareil supplice à son propre fils. Et si cette plongée dans les secrets les plus sombres de l'histoire vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits. La révélation de Mathieu changea profondément la perspective de Marchand sur Chennevières et ses habitants. Ce qui lui était apparu comme une simple propriété de montagne était en réalité le théâtre d'une tragédie humaine qui durait depuis plus de 2 décennies. Mais comprendre la situation ne lui donnait aucune solution évidente pour y remédier.
Dans les semaines qui suivirent cette rencontre nocturne, Marchand et Mathieu établirent un système de communication rudimentaire. Des messages laissés dans des cachettes convenues, des signes discrets. Le garde-chasse commença à apporter lui-même des provisions supplémentaires, utilisant ses propres deniers. Il apportait aussi des livres, sachant que Mathieu avait soif de lecture après tant d'années de privation intellectuelle. Mais cette aide clandestine n'échappa pas longtemps à Louis Guerrier. Le régisseur avait l'œil partout et les modifications subtiles dans les habitudes de Marchand finirent par attirer son attention. Un soir de mars, alors que le dégel commençait à transformer les chemins forestiers en rivières de boue, Guerrier convoqua Marchand dans son bureau, une petite pièce austère au rez-de-chaussée de la demeure principale. « Monsieur Marchand », commença Guerrier de sa voix toujours parfaitement contrôlée, « votre travail est satisfaisant dans l'ensemble. Mais j'ai remarqué certaines irrégularités dans vos tournées. Vous passez beaucoup de temps dans le secteur nord, alors que les autres zones nécessiteraient davantage d'attention. » Marchand sentit le piège se refermer, mais il garda son calme. Le secteur nord est plus difficile d'accès et présente plus de risques de braconnage à cause de sa proximité avec les passages frontaliers. J'estime qu'il mérite une surveillance accrue. Guerrier le fixa intensément, comme pour lire dans ses pensées. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dans ce secteur? Aucune trace, aucune présence. Des traces d'animaux, comme partout ailleurs. Quelques vieux campements de contrebandiers abandonnés. Rien de significatif. Le régisseur se leva lentement et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la cour. Laissez-moi vous raconter une histoire, Marchand. Il y a quelques années, nous avions un garde-chasse avant vous. Un homme nommé Béraud. Compétent, discret, fiable. Un jour, il a commencé à poser trop de questions, à s'intéresser à des choses qui ne le concernaient pas, à fouiller dans des affaires qui auraient dû rester privées. Il se retourna brusquement, et son regard avait quelque chose de reptilien. Béraud a disparu dans une tempête de neige. Une tragédie. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les montagnes peuvent être très dangereuses pour ceux qui ne respectent pas leurs secrets. Le message était limpide, c'était une menace à peine voilée. Marchand comprit qu'il avait sous-estimé la dangerosité de Guerrier. Cet homme n'était pas un simple régisseur obéissant. Il était le bras armé d'Augustin Valbert, prêt à tout pour protéger les secrets de son maître. « Je comprends parfaitement », répondit Marchand en soutenant le regard de Guerrier. « Les montagnes exigent le respect et la prudence. Je m'en souviendrai. » Après cette entrevue, Marchand dut redoubler de prudence, mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. Il avait vu la lueur d'espoir dans les yeux de Mathieu lors de leur rencontre. Pour la première fois en 23 ans, quelqu'un connaissait la vérité et voulait l'aider. Cet espoir, Marchand ne pouvait pas le briser. Il décida de prendre un risque encore plus grand. Entrer en contact direct avec Clémence. C'était la seule façon de construire une stratégie de libération pour Mathieu. La jeune femme avait le droit de savoir que son frère était vivant, et elle pourrait peut-être fournir des informations cruciales sur les plans de son père. L'occasion se présenta lors d'une matinée de printemps. Augustin Valbert s'était rendu à Épinal pour des affaires commerciales et ne reviendrait que le lendemain. Guerrier l'accompagnait, ce qui était inhabituel mais providentiel. Marchand attendit que les autres domestiques soient occupés à leurs tâches quotidiennes. Puis il se présenta discrètement à la porte des appartements de Clémence sous prétexte d'inspecter un problème d'humidité dans les murs. Clémence ouvrit la porte elle-même. Quand elle vit le garde-chasse, ses yeux s'écarquillèrent et elle comprit immédiatement que cette visite n'avait rien d'ordinaire. Sans un mot, elle le fit entrer et ferma soigneusement la porte. « Vous avez des nouvelles de lui ?» murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. Marchand hocha la tête. « Votre frère est vivant. Je l'ai rencontré. Il pense à vous chaque jour. » Les larmes montèrent instantanément aux yeux de Clémence. Elle porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. « Je le savais. Je l'ai toujours su. Mais mon père, mon Dieu, qu'a-t-il fait ?» Le garde-chasse lui raconta brièvement ce qu'il avait appris, omettant les détails les plus cruels pour épargner la jeune femme. Mais même cette version édulcorée était suffisante pour la bouleverser profondément.
Elle s'assit lourdement sur une chaise, le visage entre les mains. « Il faut le faire sortir de là, » dit-elle finalement. « Il faut trouver un moyen, peu importe le prix. Ce ne sera pas simple. Votre frère est officiellement mort, il n'a aucune existence légale, et votre père a fait en sorte que... L'héritage, coupa Clémence avec une soudaine clarté. C'est pour cela qu'il maintient Mathieu là-bas. Si mon frère réapparaissait, tout l'héritage lui reviendrait selon les lois de primogéniture. Mon père perdrait le contrôle qu'il exerce sur moi, et Guerrier perdrait sa position privilégiée. Elle se leva et se mit à marcher nerveusement dans la pièce. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Mon père est malade, très malade. Il ne m'en a jamais parlé directement, mais j'ai vu les visites du médecin de Remiremont. J'ai entendu des conversations qu'il croyait secrètes. Il a une maladie du sang, quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Les médecins lui donnent peut-être 1 an, 2 au maximum. Cette révélation changeait tout. Si Augustin mourait bientôt, qu'adviendrait-il de Mathieu? Guerrier le laisserait-il simplement mourir de faim dans les bois? Ou pire, éliminerait-il ce témoin gênant une fois pour toutes? Nous devons agir rapidement, dit Marchand. Mais nous avons besoin d'un plan solide. Votre frère ne peut pas simplement réapparaître sans preuve de son identité. Il nous faut des documents, des témoins crédibles. Les archives familiales, dit soudainement Clémence. Mon père garde tous les documents importants dans un coffre-fort dans son bureau. Acte de naissance, de mariage, de décès. Si nous pouvions récupérer l'acte de naissance de Mathieu, ce serait un début. Votre père ouvre ce coffre? Rarement. Mais je connais la combinaison. Je l'ai vu l'ouvrir à plusieurs reprises sans qu'il sache que je l'observais. Un plan commençait à prendre forme dans l'esprit de Marchand. Dangereux, complexe, mais peut-être réalisable. Il devait récupérer les documents prouvant l'existence de Mathieu, trouver des témoins qu'il avait connus enfant, et surtout, préparer une stratégie pour le présenter aux autorités d'une manière qui rendrait impossible tout étouffement de l'affaire. Mais le temps pressait, car pendant que Marchand et Clémence élaboraient leur plan, d'autres forces se mettaient en mouvement. Augustin Valbert, informé par Guerrier des comportements suspects du garde-chasse, avait pris sa propre décision. Et cette décision allait précipiter les événements vers un dénouement violent. Le lendemain du retour d'Augustin et de Guerrier, une activité inhabituelle agita Chennevières. Des hommes armés commencèrent à arriver, engagés officiellement pour une grande battue contre les loups qui auraient été aperçus dans la région. Mais Marchand comprit immédiatement la véritable nature de cette opération. Ce n'étaient pas des loups que ces hommes venaient chasser. Guerrier convoqua le garde-chasse et lui donna des instructions précises. Il devait guider les chasseurs dans le secteur nord, leur montrer les meilleurs itinéraires, les zones les plus propices. Refuser aurait été avouer sa complicité avec le fugitif. Accepter, c'était potentiellement mener ces hommes directement vers Mathieu. Marchand n'eut d'autre choix que d'accepter. Mais dès que possible, il trouva un moyen de glisser un message codé dans une de leurs cachettes habituelles. Danger immédiat. Grande chasse organisée. Quittez le secteur nord immédiatement. Rendez-vous au refuge d'urgence. Le refuge d'urgence était un endroit dont ils avaient discuté lors de leur dernière rencontre. Une vieille cabane de berger abandonnée, située bien au-delà des limites du domaine de Chennevières, à plusieurs lieues, dans les hauteurs les plus reculées. Un lieu quasi inaccessible, que Mathieu pourrait atteindre en 2 jours de marche forcée. La battue commença au lever du jour suivant. Plus de 40 hommes se déployèrent dans les bois, armés de fusils et accompagnés de chiens. Augustin Valbert lui-même participait à la chasse, malgré sa santé déclinante. Son visage émacié portait une expression de détermination féroce. C'était comme s'il sentait que le temps lui était compté et qu'il voulait en finir une fois pour toutes avec cette situation qu'il avait lui-même créée. Marchand guidait un groupe de chasseurs, les entraînant délibérément dans des directions qui s'éloignaient des zones où Mathieu avait ses repères habituels. Mais d'autres groupes, dirigés par Guerrier, fouillaient méthodiquement chaque recoin du secteur nord. Les chiens aboyaient, excités par les pistes qu'ils trouvaient. Vers midi, un cri retentit. Un des chasseurs avait découvert une grotte avec des traces évidentes d'occupation récente.
Le groupe entier converge vers le lieu. Augustin Valbert descendit péniblement de son cheval et entra dans la grotte. Ce qu'il y trouva le fit blêmir. Des livres que Marchand avait apportés à Mathieu, et sur la couverture de l'un d'eux, une inscription au crayon avec le nom du garde-chasse. Valbert se retourna lentement vers Marchand. Son regard contenait une fureur glaciale qui glaça le sang du garde-chasse. « Ainsi, dit-il d'une voix dangereusement calme, j'avais raison de me méfier. Guerrier, arrêtez cet homme. » Avant que Marchand puisse réagir, plusieurs chasseurs l'empoignèrent. On lui confisqua ses armes, on lui lia les mains. Augustin s'approcha de lui, si près que le garde-chasse pouvait sentir l'odeur de maladie qui émanait du vieil homme. « Vous avez fait une erreur fatale en vous mêlant de mes affaires familiales, Marchand. Vous allez maintenant m'aider à retrouver cette vermine que vous protégez, et si vous refusez, eh bien... Les montagnes sont dangereuses. Des accidents arrivent si facilement. » Marchand fut traîné jusqu'à Chenevière et enfermé dans l'une des caves de la propriété, une pièce humide et froide qui servait autrefois de cellier. Ses mains restaient liées et un garde fut posté devant la porte. La situation semblait désespérée. Non seulement il ne pouvait plus aider Mathieu, mais il risquait maintenant sa propre vie. Pendant ce temps, la battue continuait avec une intensité redoublée. Augustin Valbert avait offert une prime considérable à celui qui retrouverait le fugitif. 100 louis d'or, une fortune pour ses hommes. La traque prit une dimension presque hystérique. Les chasseurs se déployaient par groupes de 3 ou 4, fouillant chaque grotte, chaque anfractuosité, chaque bosquet épais. Mais Mathieu Valbert n'était pas un homme ordinaire. 23 années de survie dans ces montagnes lui avaient donné une connaissance du terrain et des capacités de dissimulation qui dépassaient l'entendement. Il avait bien reçu l'avertissement de Marchand et avait immédiatement quitté ses repères habituels. Maintenant, il se déplaçait constamment, ne restant jamais plus de quelques heures au même endroit, utilisant des passages secrets dans les rochers, traversant des torrents glacés pour brouiller sa piste, dormant dans des arbres creux ou des crevasses minuscules où personne ne songerait à chercher. Mais il ne fuyait pas seulement. Mathieu avait décidé que le temps était venu d'agir. Si son père voulait en finir, alors lui aussi. Il avait passé 23 ans à survivre. Maintenant, il allait se battre pour vivre véritablement. Dans la nuit qui suivit l'arrestation de Marchand, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Clémence, qui avait appris par les domestiques ce qui s'était passé, prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle attendit que toute la maisonnée soit endormie, puis elle se glissa dans le bureau de son père. Ses mains tremblaient en composant la combinaison du coffre-fort, mais la porte s'ouvrit au premier essai. À l'intérieur, elle trouva ce qu'elle cherchait. L'acte de naissance de Mathieu, des lettres de famille, des documents prouvant son existence. Mais elle découvrit aussi autre chose, quelque chose qui la fit vaciller. Des lettres entre son père et Guerrier, datant de l'époque de la disparition de Mathieu, qui détaillaient leur plan dans tous ses aspects monstrueux. Et pire encore, une lettre récente, écrite de la main de son père, qui donnait l'ordre à Guerrier d'éliminer Mathieu définitivement dès que la situation le permettrait. Clémence comprit que son frère était en danger mortel. La traque n'était pas destinée à le capturer, mais à le tuer. Elle prit tous les documents et les cacha dans ses propres appartements. Puis elle fit quelque chose d'audacieux. Elle descendit aux caves et, profitant de l'ivresse du garde que les autres chasseurs avaient copieusement arrosé, elle libéra Marchand. « Partez !» lui murmura-t-elle en lui glissant les documents volés dans les mains. « Trouvez Mathieu, emmenez-le loin d'ici. Ses papiers prouvent de son identité. Allez à Remiremont, chez le notaire Lebrun. C'était un ami de ma mère. Il saura quoi faire. Je reste ici pour ralentir mon père. Et vous ? Que vous fera-t-il quand il découvrira que vous m'avez aidé ?» Le sourire de Clémence fut triste mais déterminé. « Il ne me fera rien. Je suis sa seule héritière, sa seule prise sur l'avenir. Il a besoin de moi vivante et obéissante. Mais vous et Mathieu, vous devez partir maintenant. » Marchand s'échappa dans la nuit. Il connaissait le chemin vers le refuge d'urgence où Mathieu était censé se rendre. Le trajet prenait normalement 2 jours, mais en forçant l'allure, en empruntant des raccourcis périlleux,
Il pourrait peut-être l'atteindre en une journée et demie. Le jour se levait quand l'évasion fut découverte. La fureur d'Augustin Valbert fut terrible. Il fit fouetter publiquement le garde ivrogne, menaça tous les domestiques de représailles s'ils avaient aidé le fugitif. Quant à Clémence, il la fit enfermer dans ses appartements, avec ordre à Guerrier de la surveiller personnellement. Mais Guerrier avait déjà compris ce qui s'était passé. En bon limier, il remarqua que le coffre-fort avait été ouvert. Un rapide inventaire lui révéla quels documents manquaient. Il n'eut besoin d'aucune explication supplémentaire. Il savait maintenant que Marchand possédait les preuves de l'existence de Mathieu et qu'il chercherait à les utiliser. « Monsieur, dit-il à Augustin, nous n'avons plus le choix. Il faut éliminer Marchand et votre fils avant qu'ils n'atteignent les autorités. Je vais prendre nos meilleurs hommes et les traquer. » Augustin, épuisé par sa maladie et les événements, acquiesça faiblement. « Faites ce qui est nécessaire. Mais je veux des preuves, je veux savoir que c'est terminé. » Guerrier sélectionna 10 chasseurs parmi les plus impitoyables et les mieux payés. Ils se mirent en route immédiatement, suivant la piste que Marchand avait laissée dans sa fuite précipitée. Le régisseur connaissait bien les montagnes, et il devina rapidement où le garde-chasse se dirigeait. La course contre la mort était lancée. Marchand atteignit le refuge de bergers abandonné à la tombée de la nuit du 2e jour. C'était une construction rudimentaire, à moitié effondrée, perché sur un replat rocheux à près de 1500 mètres d'altitude. L'endroit était si isolé qu'on pouvait passer à 100 mètres sans le voir, camouflé qu'il était par les rochers et les arbres tordus par le vent d'altitude. À l'intérieur, Mathieu l'attendait. Le fugitif avait allumé un petit feu dont la fumée se dispersait dans les multiples fissures du toit, la rendant invisible de l'extérieur. Quand il vit Marchand, son visage marqué par les épreuves s'illumina d'un espoir prudent. « Vous êtes venu. Je ne savais pas si... Votre sœur vous envoie ceci, » dit Marchand en lui tendant les documents. « Elle a risqué sa vie pour les récupérer. Ce sont les preuves de votre identité. Avec ça, nous pouvons vous faire reconnaître légalement. » Mathieu prit les papiers avec des mains tremblantes. Voir son propre acte de naissance après tant d'années le bouleversa profondément. C'était la preuve tangible qu'il avait existé, qu'il n'était pas seulement un fantôme de la forêt. « Il y a autre chose, » continua Marchand. « Votre père est très malade. Il ne lui reste que peu de temps. Mais précisément pour cette raison, il est déterminé à en finir avec vous. Guerrier et ses hommes sont certainement à nos trousses. Nous devons partir immédiatement pour Remiremont. Remiremont est à 2 jours de marche d'ici. Ils nous rattraperont avant. Pas si nous empruntons le passage de la crête. C'est dangereux, surtout avec la neige qui subsiste encore en altitude, mais ça nous fera gagner une journée. » Le passage de la crête était un itinéraire que seuls les montagnards les plus expérimentés osaient emprunter. Il longeait une arête rocheuse étroite, avec des à-pics de plusieurs centaines de mètres de chaque côté, mais il permettait effectivement de couper directement vers la vallée où se trouvait Remiremont, évitant les longs détours par les chemins habituels. Ils partirent avant l'aube, emportant le minimum nécessaire. La montée vers la crête fut épuisante. Mathieu, malgré ses années de vie sauvage, était affaibli par les privations constantes. Marchand devait parfois le soutenir dans les passages les plus escarpés. Ils atteignirent le début du passage de la crête vers midi. Le spectacle était à la fois magnifique et terrifiant. De part et d'autre du sentier étroit se déployait un panorama de montagnes à perte de vue, mais un faux pas signifiait une chute mortelle dans les abîmes. C'est là, sur cette arête venteuse, que Guerrier et ses hommes les rattrapèrent. Le régisseur avait forcé l'allure, devinant correctement l'itinéraire choisi par les fugitifs. Maintenant, les 2 groupes se faisaient de face sur ce passage, où la largeur ne permettait pas à 2 hommes de marcher de front. Derrière Guerrier, ses chasseurs attendaient, armes au poing. « C'est terminé, Marchand !» cria Guerrier par-dessus le vent. « Vous n'avez nulle part où aller. Rendez les documents et rendez-vous. Je promets une mort rapide. » Marchand et Mathieu reculèrent lentement, cherchant désespérément une issue. Mais le passage ne permettait que d'avancer ou de reculer. Ils étaient coincés.
Ces documents prouvent mon existence, cria Mathieu, sa voix portée par le vent. Vous ne pouvez pas effacer ce que j'ai vécu. Même si vous nous tuez, la vérité finira par sortir. La vérité? Ricana Guerrier. Qui se soucie de la vérité? Votre père avait raison depuis le début. Vous êtes faible. Vous avez toujours été faible. Un homme fort aurait trouvé le moyen de s'échapper vraiment, de disparaître. Mais vous êtes resté, accroché à vos illusions, à votre sœur, à vos souvenirs. Cette faiblesse va causer votre perte. Pendant que Guerrier parlait, Marchand observait le terrain. À quelques mètres derrière eux, le passage de la crête bifurquait légèrement, offrant une corniche étroite qui descendait le long de la paroi nord. C'était à peine plus qu'une fissure dans le roc, pratiquement invisible si on ne savait pas où chercher. Mais Marchand l'avait remarqué lors de la montée. « Mathieu, murmura-t-il, quand je vous le dirai, jetez-vous dans la corniche sur votre droite, faites-moi confiance. » Puis, d'un mouvement brusque, Marchand arracha les documents de ses vêtements et les lança dans les airs. Le vent les saisit immédiatement, les éparpillant dans toutes les directions. Plusieurs feuilles tombèrent dans le vide, d'autres furent emportées au loin. Guerrier et ses hommes se précipitèrent pour les attraper, créant une confusion momentanée. « Maintenant !» cria Marchand. Les deux hommes se jetèrent sur la corniche. La descente fut cauchemardesque. Ils glissaient plus qu'ils ne marchaient, s'agrippant aux prises dérisoires que leur offrait le roc, les pieds cherchant désespérément des appuis. Au-dessus d'eux, les coups de feu claquèrent, mais tirer avec précision sur une cible en mouvement dans cette position était presque impossible. Ils descendirent ainsi pendant ce qui leur sembla une éternité, jusqu'à atteindre une zone boisée en contrebas de la crête. Là, ils purent enfin reprendre leur souffle, cachés sous le couvert des arbres. Ils avaient échappé à la mort immédiate, mais leur situation restait désespérée. Les documents étaient perdus, dispersés aux quatre vents de la montagne. « C'est fini », dit Mathieu, l'épuisement et le désespoir dans la voix. « Sans les preuves, je ne suis rien. Je retourne à ce que j'ai toujours été, un fantôme. » Mais Marchand secoua la tête. « Non, il reste une solution. Nous allons quand même à Remiremont. Votre sœur a dit que le notaire Lebrun était un ami de votre mère. Peut-être se souviendra-t-il de vous. Peut-être existe-t-il d'autres documents, d'autres témoins. Et même sans preuve matérielle, votre simple existence est une preuve. Vous êtes vivant. Votre père ne peut pas effacer cela. » Ils reprirent leur fuite, sachant que Guerrier et ses hommes descendraient de la crête et reprendraient à leur traque. Mais ils avaient maintenant une petite avance, et Marchand connaissait des passages que les chasseurs ignoraient. Pendant 2 jours encore, le jeu du chat et de la souris continua dans les montagnes. Plusieurs fois, ils échappèrent de justesse à leurs poursuivants. Mathieu déploya toutes les ruses apprises durant ces années de survie. Fausses pistes, passage dans les torrents, utilisation du terrain pour masquer leurs traces. Marchand, lui, mit à profit sa connaissance récente de la région et sa jeunesse pour maintenir un rythme que les chasseurs, moins motivés et moins désespérés, peinaient à suivre. Enfin, au matin du 3e jour, épuisés, affamés, à la limite de leurs forces, ils aperçurent les toits de Remiremont dans la vallée en contrebas. L'arrivée de Marchand et Mathieu à Remiremont, en ce matin brumeux de printemps de 1788, marqua un tournant dans cette tragédie qui s'étirait depuis plus de 2 décennies. Les 2 hommes, méconnaissables tant ils étaient sales et épuisés, se présentèrent directement chez le notaire Lebrun, une demeure bourgeoise située près de la place centrale de la ville. Le notaire, homme dans la soixantaine au visage intelligent et bienveillant, les reçut d'abord avec méfiance. Mais quand Mathieu prononça le nom de sa mère, Françoise Dupré, et commença à raconter son histoire, quelque chose changea dans l'expression de Lebrun. Il fit entrer les 2 hommes, les installa dans son bureau, et écouta attentivement leur récit. Quand ils eurent terminé, le notaire resta longtemps silencieux, le regard perdu dans ses souvenirs. Puis il se leva, alla vers une armoire et en sortit un dossier poussiéreux. « Françoise Dupré était ma cousine », dit-il doucement. « Quand elle a épousé Augustin Valbert, toute la famille a eu des réserves.
Nous sentions qu'il y avait quelque chose de dur, d'impitoyable chez cet homme. Mais Françoise l'aimait, ou croyait l'aimer. Après sa mort, j'ai essayé de rester en contact avec ses enfants, mais Augustin a coupé tous les liens familiels. Il voulait élever Mathieu et Clémence sans influence extérieure. Il ouvrit le dossier. Quand j'ai appris la mort supposée de Mathieu, il y a 23 ans, j'ai eu des doutes. Les circonstances étaient floues, les obsèques précipitées. J'ai mené ma propre enquête discrète, mais je n'ai rien pu prouver. Cependant, j'ai conservé tous les documents relatifs à la famille Valbert que je possédais. Y compris, il sortit plusieurs papiers. Une copie de l'acte de naissance de Mathieu que Françoise m'avait confié pour mes archives. Des lettres qu'elle m'avait écrites parlant de ses enfants. Et surtout, ceci. C'était un portrait miniature, peint quand Mathieu avait environ 10 ans. Malgré les 23 années écoulées, malgré les épreuves qui avaient marqué son visage, la ressemblance était indéniable. « Vous êtes bien Mathieu Valbert », dit Lebrun avec émotion. « Et avec ces documents, nous pouvons prouver votre identité. » Dans les heures qui suivirent, le notaire mit en branle une machine administrative qui allait bouleverser la situation. Il contacta les autorités locales, le juge de paix, le curé de la paroisse qui avait baptisé Mathieu. Des témoins furent convoqués, d'anciennes servantes de la famille, des commerçants qui se souvenaient du jeune garçon, même le médecin qui l'avait soigné dans son enfance. Guerrier et ses hommes arrivèrent à Remiremont le soir même, mais il était trop tard. Mathieu était sous la protection des autorités, et son identité était en train d'être officiellement rétablie. Le régisseur, réalisant que la situation lui échappait, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il accusa Mathieu d'avoir tenté d'assassiner son père 23 ans auparavant, affirmant que c'était pour cette raison qu'il avait dû fuir. Mais cette accusation se retourna contre lui, car Mathieu, guidé par Lebrun, porta plainte pour séquestration, tentative de meurtre et falsification de documents. L'enquête qui s'ensuivit révéla l'ampleur de la conspiration d'Augustin Valbert et de son régisseur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région. L'affaire devint un scandale qui défraya la chronique pendant des mois. Comment un notable respecté avait-il pu infliger un tel sort à son propre fils? Comment ce jeune homme avait-il pu survivre 23 ans dans les montagnes, traqué comme un animal? Augustin Valbert, apprenant que son plan avait échoué et que son fils était vivant et témoignait contre lui, fut terrassé par une attaque. Sa santé déjà précaire ne résista pas au choc. Il mourut 3 jours après que Mathieu eût été officiellement reconnu par les autorités, sans avoir revu ni son fils ni sa fille. Clémence, libérée de son assignation à résidence dès que la nouvelle parvint à Chennevières, rejoignit son frère à Remiremont. Les retrouvailles furent déchirantes. 23 ans de séparation, de mensonges, de souffrances silencieuses. Ils s'étreignirent longuement, incapables de parler, les larmes coulant sur leurs visages. Le procès de Louis Guerrier eut lieu à l'automne de 1788. Les témoignages furent accablants. Les anciens employés de Chennevières, libérés de leur peur, racontèrent ce qu'ils avaient su ou soupçonné. Le garde disparu, Béraud, avait effectivement été assassiné par Guerrier, son corps jeté dans une crevasse profonde où il ne serait jamais retrouvé. Le régisseur fut condamné aux galères à perpétuité, une sentence qu'il ne purgea que 3 ans avant de mourir d'une fièvre dans le bagne de Toulon. Mathieu Valbert hérita de Chennevières et de toute la fortune familiale. Mais il ne remit jamais les pieds dans la propriété. Il la vendit rapidement, ne pouvant supporter l'idée de vivre dans le lieu de son martyre. Avec l'argent, il acheta une maison modeste à Remiremont, où il s'installa avec Clémence. Les années suivantes furent un long processus de guérison pour les 2 frères et sœurs. Mathieu ne retrouva jamais complètement la santé. Les privations endurées avaient laissé des séquelles permanentes, mais il put enfin vivre ouvertement, sous son vrai nom, sans peur constante. Il se maria avec une veuve de Remiremont, eut 2 enfants et consacra le reste de sa vie à l'éducation et à la charité, fondant une école pour les enfants pauvres de la région. Clémence, elle, ne se maria jamais.
Elle vécut avec son frère jusqu'à la fin de ses jours, trouvant dans cette proximité retrouvée une forme de rédemption pour toutes ces années où elle n'avait pu le protéger. Étienne Marchand fut récompensé par Mathieu, mais il refusa toute somme importante. Il accepta simplement une petite rente qui lui permit de s'établir comme garde forestier indépendant. Il écrivit dans ses vieux jours un témoignage détaillé de l'affaire Valbert, document qui constitue aujourd'hui la source principale de cette histoire. Mais ce qui reste le plus troublant dans toute cette affaire, ce qui continue de hanter ceux qui connaissent les détails, c'est la question qui ne trouve pas vraiment de réponse. Comment un homme a-t-il pu infliger une telle cruauté à son propre fils? Qu'est-ce qui, dans l'esprit d'Augustin Valbert, justifiait une punition d'une telle démesure? Les lettres privées retrouvées après sa mort révèlent un homme rongé par une obsession malsaine du contrôle et de la perfection. Pour lui, la faiblesse supposée de Mathieu était une souillure qu'il ne pouvait accepter. Plutôt que de voir son fils vivre une vie qu'il jugeait indigne de la lignée Valbert, il avait préféré le condamner à une non-existence, à une mort sociale tout en le maintenant physiquement en vie, comme pour prolonger indéfiniment sa punition. La psychologie torturée d'Augustin révèle aussi une terreur profonde de perdre le contrôle sur sa descendance. En éliminant symboliquement Mathieu tout en le gardant à proximité, traqué et dépendant, il exerçait un pouvoir absolu, une domination qui dépassait même les limites de la vie et de la mort. Quant à savoir comment Mathieu a réellement survécu pendant toutes ces années, c'est un mystère qui confine au miracle. Les capacités de survie qu'il développa étaient extraordinaires. Certains témoignages de l'époque parlent de lui comme d'un homme devenu à moitié sauvage, capable de prévoir les changements météorologiques, de trouver de la nourriture là où d'autres mourraient de faim, de se fondre dans le paysage au point de devenir invisible. Des bûcherons racontaient avoir aperçu, pendant des années, une silhouette fantomatique dans les hauteurs de Chenevière. Ils l'avaient prise pour un esprit de la forêt, un revenant. En un sens, il n'avait pas tort. Mathieu était bien un revenant, un homme mort aux yeux de la société mais obstinément vivant, refusant de céder au désespoir malgré l'impossible situation dans laquelle il se trouvait. La propriété de Chenevière elle-même fut rachetée par une famille de négociants lyonnais qui n'avaient aucune connaissance de son histoire. Mais la demeure garda une réputation sinistre. Les employés qui y travaillaient rapportaient des sensations étranges dans les bois environnants, particulièrement dans le secteur nord. Certains affirmaient entendre, lors des nuits venteuses, des cris lointains qui ne ressemblaient à aucun animal connu. Ces récits peuvent être facilement attribués à l'imagination et à la superstition. Mais ils témoignent de l'empreinte profonde que cette histoire laissa dans la mémoire collective de la région. Même aujourd'hui, plus de 2 siècles après ces événements, les vieux montagnards des Vosges connaissent l'histoire du fils fantôme de Chenevière, transmise de génération en génération, déformée par le temps, mais conservant son essence horrifiante. Le plus troublant peut-être, c'est que cette histoire aurait pu ne jamais être révélée. Si Étienne Marchand n'avait pas été un homme de conscience, si Clémence n'avait pas eu le courage de défier son père, si Mathieu avait cédé au désespoir et s'était laissé mourir dans les bois, l'affaire serait restée enterrée à jamais. Augustin Valbert aurait emporté son secret dans la tombe. Guerrier aurait continué sa vie de régisseur respectable. Et Mathieu ne serait resté qu'un nom dans un registre paroissial, un enfant mort jeune dont personne ne se serait souvenu. Combien d'autres histoires similaires sont-elles restées dans l'ombre? Combien de secrets familiaux, de cruautés dissimulées, de vies brisées par l'orgueil ou la folie de puissants personnages n'ont jamais été révélés? Cette question reste sans réponse, mais elle invite à une réflexion troublante sur ce que peuvent cacher les façades respectables, sur les abîmes qui peuvent s'ouvrir derrière les portes closes des demeures apparemment les plus honorables. L'histoire de Mathieu Valbert n'est pas seulement celle d'un homme traqué. C'est celle de la capacité de survie de l'esprit humain face à l'oppression la plus totale.
C'est aussi un témoignage accablant sur les mécanismes du pouvoir patriarcal à son paroxysme, quand un père s'arroge le droit de vie et de mort symbolique sur ses propres enfants. Mathieu Valbert mourut en 1817 à l'âge de 53 ans. Il fut enterré dans le cimetière de Remiremont, sous une simple pierre tombale portant son nom et ses dates de naissance et de décès. Pas de mention de ses années de calvaire, pas d'épitaphe dramatique. Juste son nom, enfin reconnu, enfin réel. Mais pour ceux qui connaissaient son histoire, cette pierre tombale représentait bien plus qu'une simple sépulture. C'était la preuve que Mathieu Valbert avait existé, qu'il avait survécu, qu'il avait vaincu, d'une certaine façon, la volonté destructrice de son père. C'était la victoire ultime de la vie sur les forces qui avaient tout fait pour l'effacer. Cette histoire vous a-t-elle bouleversé autant qu'elle m'a marqué en l'écrivant ? Pensez-vous que de tels secrets familiaux puissent encore exister aujourd'hui, cachés derrière des façades respectables? Partagez vos réflexions en commentaire. Si vous avez trouvé ce récit captivant, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires oubliées, enfouies dans les archives poussiéreuses de l'histoire. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les zones d'ombre de notre passé. Car si nous oublions ces histoires, nous risquons de laisser se perpétuer les mécanismes qui les ont rendues possibles.